Bonjour et merci à tous et à toutes d'être présents. Il va falloir être indulgent avec moi, c'est ma première intervention comme ça devant une telle assemblée. Merci à Madame Cap, parce qu'on aurait pu se concerter. J'ai l'impression elle me racontait, donc ça va aller dans la continuité. Donc je me présente, Nora Alouache, père aidant familial aujourd'hui au Centre Ressources Autisme Normandie-Seigneur. Donc, on a le plaisir de vous accueillir cette année pour ce colloque. Et aujourd'hui, je voulais vous présenter mes missions au sein du CRA. Mais avant tout, je ne me voyais pas raconter mes missions d'aujourd'hui sans vous raconter le parent que j'étais avant et le parcours pour en arriver là. Je vais essayer de tenir dans les 20 minutes. J'ai Madame Badi qui me... Voilà. Donc, si je déborde. Donc, je suis parent, j'ai deux enfants extraordinaires. Une fille qui est née en 2009, parcours ordinaire. Un garçon tout aussi extraordinaire qui est né en 2010, qui lui a son parcours extraordinaire. 2009-2010, j'avais ma petite trentaine. Un garçon, une fille. Je me suis dit vidéa, j'étais mariée. Je ne travaillais pas du tout dans le médico-social, absolument pas. J'évoluais professionnellement dans le commerce international. J'avais ce qu'on appelle un cadre de vie, une vie assez établie, épanouie. Et la vie, on a décidé autrement. J'avais moi mes idéaux et finalement en 2013, je vous en prie. Non, avec plaisir. En plus, j'ai insisté pour que vous veniez. Alors, je vous en prie. Je me présentais, j'étais qu'au début de la présentation. Donc en 2013, mon petit garçon a 3 ans et le diagnostic d'autisme tombe. Sans surprise, parce que c'est un autisme avec déficience intellectuelle. Donc c'était flagrant depuis quasiment le début. Il y a 10 ans, on posait un diagnostic à partir de 3 ans. Vous voyez, aujourd'hui, il aurait été posé bien plus tôt. Donc à ces 3 ans, le diagnostic tombe. Même si je m'en doutais, même si mon quotidien était sans surprise, pour moi, c'est un cataclysme dans ma vie, ce diagnostic. Il vient détruire tout cet équilibre que je pensais avoir, cet idéal que moi, je m'étais construite de maman, de super, mon fils, il sera docteur, il va me faire plein de petits-enfants, génial. Non, tout ça vient détruire tout ce que moi, j'avais envisagé pour mes enfants en tant que maman. Quand j'étais maman, quand on est maman, je pense qu'on s'attend à tout sauf à ça. Et c'est un peu là où j'étais, c'est ma descente aux enfers. C'est ce que j'appelle ma descente aux enfers. 2013, la descente aux enfers, elle va durer 7 ans, jusqu'à 2020. Et après, je vous présenterai mon poste. Je vais reprendre les propos d'Émilie Cap, qui résonnent très bien et qui résument très bien ma vie. En gros, 2013, j'ai ce diagnostic sauvage fait en 3 minutes par un neuropédiatre qui voit mon fils jouer avec un interrupteur, l'agacer en 3 minutes, qui lui crie dessus, ça suffit. Il écrit sur un papier, trouble du spectre de l'autisme, et m'ouvre la porte et me demande de sortir. C'est mon diagnostic, c'est le diagnostic de mon fils en 2013. Donc, autant vous dire que le sol s'effondre sous mes pieds. Je ne sais pas quoi faire de ce diagnostic, mais il m'ouvre la porte. De toute façon, je dois sortir. Je ne sais pas ce qu'est l'autisme, je ne sais pas ce que ça impliquera dans nos vies, mais je sais que mon fils est autiste. Comme disait Émilie Cap, la vie continue, ce qui arrive dans plein de parcours de parents tout court, avec ou sans particularité. Je divorce, abandon du père total. Donc, c'est pas grave. Donc, on affronte le diagnostic, on affronte le rôle de famille monoparentale, de maman solo. Je travaillais, j'arrivais à travailler tant bien que mal. Il allait en nounou. Je brodais, je faisais comme je pouvais. À un moment, il y a la vie à ses limites et le brodage à ses limites. Mon fils arrive en fin de maternelle. On me dit, il ne pourra pas passer en CP. Il n'entre pas d'apprentissage. Déscolarisation. OK. Donc, j'encaisse
diagnostic, j'encaisse le divorce, j'encaisse l'abandon du père, j'encaisse déscolarisation, ok. Qu'est-ce que je fais? Il faut qu'il aille en IME. Ok, pas de souci, moi je l'inscris en IME. Je l'inscris en IME dans ma vie idéale. Et là, on me dit non, ça ne se passe pas comme ça. Il y a des années d'attente, madame. Bon. Là, ma colère, elle commence à monter face à cette injustice. Parce qu'en parallèle, on a quand même la fratrie à gérer. On a la vie professionnelle, parce qu'il faut continuer à maintenir une qualité de vie aussi pour ses enfants. Il y a la fratrie. Il ne faut pas que j'oublie ma fille. Et moi, je m'oublie. Bon, honnêtement, des années, je m'oublie. Et je fais face à cette déscolarisation IME. Je décide de me battre. Mon fils rentre en IME. Je me dis, super, ça y est, il a enfin l'accompagnement que j'attendais pour lui. On est en 2017. Donc, il a quand même 7 ans. Ça fait 7 ans qu'on ne dort pas. Ça fait 7 ans qu'on gère des crises. Ça fait 7 ans qu'on n'a plus de vie sociale, qu'il ne s'alimente pas, que... Voilà, ça fait 7 ans. Je me dis, bon, ça y est, j'arrive à gérer. Il est en IME, super. La vie a ses limites. Un jour, sa nounou me dit, je ne peux plus, c'est trop dur pour moi. J'arrête. OK. Si vous arrêtez, j'ai plus de boulot. Parce que du coup, il n'y a plus de père. Du coup, j'ai pas de relais. Il n'y a pas de centre aéré, il n'y a pas de périscolaire. Acceptant mon fils avec ses troubles, avec ses difficultés. Non, bah OK, j'arrête de travailler. J'ai lutté jusqu'en 2018 en maintenant mon poste, en maintenant mon rôle de maman solo qui peut tout gérer, qui veut tout gérer. 2018, je ne peux plus. La vie m'impose de toute façon d'arrêter de travailler. Donc j'arrête de travailler en 2018 et la vie est toujours pareille. Donc toujours pareil avec les troubles, sauf que du coup, on se retrouve en précarité financière. On se retrouve, moi, ce qui m'a, au-delà du financier, ce qui m'a plus affecté, je pense, à cette période-là, c'est de perdre un statut social. Parce que du coup, moi, j'avais toujours travaillé, j'avais toujours essayé de maintenir cette vie. Et je me retrouve à me dire, quand je me présente, je suis sans emploi, je suis au chômage. Qu'est-ce que vous faites aujourd'hui? Je suis au chômage. Et en fait, cet impact social, je crois que c'est ce qui m'a le plus affectée. Et j'avais l'impression d'être plus rien aux yeux de la société, en fait. Donc j'étais maman d'un enfant avec TSA. Mais par contre, aux yeux de la société, j'avais plus rien parce que je ne servais à rien d'autre, en fait. Donc voilà, ma petite descente aux enfers, je vous rassure, après ça va bien. C'est pour ça qu'on me dit que j'ai toujours le sourire et ça ne va jamais lâcher. Même durant la descente aux enfers, je vous parle l'épisode dépressif post-diagnostic, j'y ai eu le droit. L'épuisement parental, j'y ai eu le droit. 2019, je me dis je suis au chômage, bon, je me repose, je me reprends. Maladie auto-immune, je pense liée, c'est pour ça que je vous dis, Médicap, tout résonne. C'est vraiment, ça résume très bien le parcours singulier des parents. Voilà, maladie auto-immune 2019, j'y allais, c'est pas grave, on continue la vie. Et puis 2020, mon fils est en IME, sa situation se stabilise assez bien, il a un super accompagnement. J'ai un IME extraordinaire. Et moi, j'avais cette frustration parce que je le récupérais à 17h. Donc, je voyais ses évolutions dans son cahier. Je me disais, il travaille bien, il commence à se poser. Et moi, à la maison, à 17h, il ne travaille pas, il ne se pose pas, et on ne dort toujours pas. Et là, je me suis dit, non, il manque quelque chose parce que, OK, il est accompagné la journée. J'ai dit, mais il manque cette continuité à la maison, en fait. Et en 2020, j'ai ce fameux IME qui me dit Madame Alouache, le Centre Ressources Autisme propose une formation des proches aidants au sein de l'IME. Parce qu'il savait bien de toute façon que je n'avais pas de possibilité de faire garder mes enfants. Et là, l'opportunité se présente. Le CRA vient au sein de l'établissement, on garde votre enfant et vous pourrez assister à une formation des proches aidants. On est en 2020. Vous allez me dire, oh, il avait quand même 10 ans, le petit. Et souvent, on me dit, mais pourquoi avoir attendu 10 ans pour aller la première fois en formation des proches aidants ou pousser la porte d'un CRA? Et je vous mentirais si c'est... j'ai dit oui, je n'avais pas la communication, manque d'information. Je vous mentirais, j'étais juste fatiguée, je divorçais, je n'avais pas d'argent, j'étais au chômage, on ne me gardait pas mon enfant. Me former, c'était vraiment très, 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 très loin dans mes priorités.
2020, j'étais disponible. Mon fils, il était bien accueilli, il était bien accompagné. Moi, j'étais disponible pour mener cette bataille avec lui, avec l'IME. Et 2020, donc je rencontre Madame Bali. C'est ma première rencontre. Et la formation des proches aidants, ça a été une claque pour moi. Mais vraiment, ça a été une claque, ça a été une révolution dans nos vies. Et depuis 2020, je n'ai jamais cessé de m'inscrire aux formations. Madame Bali en avait marre de moi. Non, ça a été le début pour moi de tout. Ça a été le changement dans nos vies à nous, dans la vie de mon fils, dans ma vie. Moi, 2020, ça veut dire que c'était la première fois que je ressortais de chez moi. Parce que j'étais au chômage depuis 2 ans, je n'avais pas de vie sociale. Et quand j'allais en formation, c'était ma sortie. J'allais voir des gens, c'était super, je pouvais échanger. Moi, mon fils, il est non-verbal. Garder un moment, mine de rien, quand j'y repense, vous gardez un enfant non-verbal tout le temps à la maison, on en perd même des sujets de discussion, on en perd du vocabulaire. Vous voyez, et en 2020, je retrouvais une vie. Et donc voilà, donc me voilà arrivée au CRA en tant que famille. Juste pour rappeler l'historique des projets, donc du CRA, la création en 2004, donc 20 ans aujourd'hui, le partenariat avec les familles au sein de toute l'équipe et puis porté par le docteur Rosier a toujours été un axe fort. En 2007, ça a été la création de l'unité de formation au sein du CRA. On dédie des places pour les familles au sein des formations, sans coût financier. Les familles ne payent pas les formations. Les familles, on rembourse les frais de route. Les repas sont pris en charge. Les familles sont choyées. Ils ont leur place et les familles sont choyées. 2014, le dispositif formation des proches aidants. Donc voilà. Et la co-animation avec les représentants d'assauts de famille. Donc, comme quoi, les familles ont toujours été portées par le CRA, Normandie CNR. Ces parcours de formation ont mis en évidence de nouveaux besoins, au-delà des formations, au-delà de l'apport théorique de connaissances. Ça a été, on a assisté à un besoin entre les familles de vouloir partager des expériences personnelles. Ça, c'était très évident. Et puis, le fait qu'il y ait un représentant d'association de famille, un parent expert, on a vu que ça faisait du bien aux familles d'avoir un professionnel qui connaît le parcours singulier des familles. Ça leur a fait du bien. Donc 2020, j'intègre le parcours des formations. Je romps l'isolement. Je viens dans cet objectif-là, vraiment. Au début, c'était je sors. Je suis contente, je sors. Je venais enrichir mes connaissances théoriques et pratiques et je voulais absolument assurer la continuité de l'accompagnement de mon fils. En janvier 2022, Madame Bali, me voyant à toutes les formations proches aidants, me propose d'être parent expert en tant qu'asso de famille. Donc j'intègre une association de famille. Et puis mon but à ce moment-là, c'est, et je vois cette appétence émerger lors des formations, c'est de leur apporter conseil et soutien, de partager mes savoirs expérientiels en tant que parent, mon quotidien. Et de là se développe un positionnement professionnel. Madame Bali, les pros du CRA, voient qu'il se passe quelque chose. Et en octobre 2022, je suis recrutée en tant que parent ressources, père aidant familial, parce que le CRA avait vraiment à cœur de professionnaliser un parent. Un parent qui fait du bénévolat, c'est super, c'est vraiment bien. Là, il y avait une volonté de valorisation de l'expertise parentale. Donc, on recrute le père aidant familial. Ça répond à un réel besoin. Les familles l'expriment en formation. On est content d'avoir un parent professionnel, un parent qui est formé. Donc, on professionnalise l'accompagnement et on assiste à un vrai changement des pratiques. Des formations des proches aidants, on a assisté à une volonté des parents d'échanger. Parfois, les familles étaient là, et au-delà d'apport de connaissances, on voyait qu'ils avaient envie de parler, d'avoir cet esprit militant, de décharger, de raconter son parcours
personnel, ça a été flagrant. Donc de là, avec Madame Bali, avec l'équipe du CRA, on s'est dit on va proposer des cafés par an, en plus des formations des proches aidants. Pendant ces cafés des parents, nous, notre but premier, c'était rompre l'isolement, créer du lien social, partager l'expertise parentale et en même temps valoriser leur confiance en soi. Y retrouver de la confiance, on leur donnait de la valeur. Et l'objectif, c'était de comprendre et faciliter l'accès au dispositif du CRANS. Parce que bien souvent, les familles connaissent le CRA de loin. Et finalement, quand je leur disais, est-ce que vous savez les dispositifs, ce qu'on peut vous proposer, ce qu'il existe, bien souvent, c'était non, c'est pas trop. Voilà, moi, le but, c'est durant ces cafés des parents, je leur rappelle aussi les dispositifs existants, en répondant à des besoins très individuels. Si on parle d'un souci scolaire, est-ce que vous savez qu'on a un enseignant spécialisé? S'il s'agit de rupture de parcours, est-ce que vous savez qu'on a le dispositif des intervenants pivots? Et en fait, au Café des parents, il se passe tout ça. Des cafés des parents, on en découlé des consultations, conseils, soutien, information, donc qui existaient déjà au sein du CRA par les professionnels. Et là, du coup, je suis devenue référente des CSI, père aidant familial. Et c'est vraiment une réponse à des attentes individuelles. Les familles peuvent me solliciter vraiment pour toute question des besoins du quotidien. J'arrive pas à lui faire prendre sa douche. Je comprends pas pourquoi il dort pas. J'aimerais qu'il se brosse les dents. Est-ce que vous avez des stratégies? Donc, les familles me consultent vraiment pour toute question. Moi, mon accompagnement, il est vraiment dédié et structuré. Je prends le temps à chaque accompagnement individuel. Je ne viens pas plaquer des connaissances que j'ai apprises en formation. Ce n'est pas le but. Je n'ai pas appris ça, je pose ça. C'est que vraiment, il y a un recueil de leurs besoins. Je prends en compte tout et ensuite, j'adapte ma réponse. Et si besoin, quand ça dépasse mes compétences à moi, je réadresse auprès des professionnels du CRA ou des partenaires extérieurs. Des CSI, en fait, c'est pour vous expliquer l'évolution des missions du poste du père aidant familial. Vraiment, le café des parents, ça a été l'embryon. Maintenant, les parents peuvent me retrouver sur les actions de formation des proches aidants et sur les sensibilisations destinées à tout public, même aux professionnels. L'objectif, c'est de valoriser les savoirs expérientiels et d'accompagner la déconstruction des représentations. On est vraiment dans la coéducation. Accompagner la déconstruction, moi, c'est un axe qui me tient à cœur aussi. C'est pas facile de faire le deuil de la vie idéale, de ce qu'on avait projeté, des pratiques qu'on a, sociales, culturelles, au quotidien. Donc, j'aide aussi à venir déconstruire ça avec eux. Le père aidant familial. Une posture professionnelle. Souvent, on me dit, mais qu'est-ce qu'il faut pour devenir père aidant familial? Comment on y accède? Comment tout à l'heure, sur un autre atelier, j'entendais, c'était pertinent, il ne suffit pas d'avoir un diplôme. Donc aujourd'hui, il y a un DU père aidant familial qui existe. C'est une plus-value. Ça ne suffit pas. Comme ça ne suffit pas d'être parent d'un enfant avec TSA. Ça ne suffit pas. Donc, je le rappelle aussi toujours, c'est un savoir-être. C'est une liste non exhaustive, mais l'écoute, pour moi, l'écoute, la bienveillance, l'humilité. Pas de jugement. Pour moi, ça me paraît être la base. C'est, comme je vous disais, mon accompagnement, je l'individualise. Donc, c'est une évaluation aussi de la personne, de la famille, au moment où elle en est. Je prends en compte son schéma familial, le contexte socio-culturel. Comme je vous dis, moi, je l'ai expérimenté. Je ne vais pas, une famille qui vient en détresse ou qui vient poser une question, je ne vais pas lui dire on y va, on fait ça, on fait ça. Je vais poser des questions, on en est où dans la vie? Est-ce que la personne est prête avant? On ne met pas comme ça. Je vais prendre en compte. On a des familles de plusieurs milieux culturels, religieux. Tout ça, je le prends en compte. Tout ça, c'est à prendre en compte. Donc, il y a cette évaluation. Il y a l'évaluation de l'état d'épuisement. Je m'assure que la personne ne soit pas en épuisement, burn-out parental. Ça ne sert à rien de dire, hop, on met des stratégies, on adapte, si la personne n'est pas prête. Moi, je vous ai dit, j'ai mis 10 ans pour être prête.
Donc, si la personne n'est pas disponible, je vais l'accompagner. Comment on peut être disponible? Comment on peut cesser cet épuisement? Comment on peut trouver du relais, du répit, avant de mettre en place des stratégies psychoéducatives à la maison? Et je respecte le rythme du proche aidant. S'il n'en est pas là, s'il en est encore dans son deuil de post-diagnostic, eh ben pareil, on l'accompagne dans le deuil du post-diagnostic avant de lui dire il faut mettre des pictos, l'emploi du temps, vous avez mis le séquentiel dans la douche, tout ça, je prends en compte. Faciliter l'accès à la compréhension. Je viens aussi vulgariser les termes, le jargon professionnel. Quand on leur dit, mais tout ça, madame, c'est un défaut de théorie de l'esprit, vous ne voyez pas que sa cohérence centrale est défaillante, et puis des biais cognitifs à prendre. Vous voyez? Bon, je viens traduire tout ça en langage parent. Ça, il faut s'en assurer aussi, parce que sur un entretien où on a balancé du jargon, où le parent vous dit et ressort avec rien, on n'en fait rien, et peut-être qu'il ne reviendra pas. Et puis la mobilisation des professionnels du CRANS et des partenaires. Voilà, pour moi, pour nous, la transversalité, elle est importante. On travaille ensemble. Moi, l'équipe m'a intégrée. Je les intègre dans tout mon accompagnement. Je vais essayer d'aller plus vite. Donc, le père aidant familial, c'est vraiment un suivi qui s'inscrit aujourd'hui dans un parcours d'accompagnement global. Le bilan que je peux en faire, on est dans un réel changement des pratiques. On ne va pas refaire l'histoire. Si on revient quelques années en arrière, la maman était pointée du doigt. Donc la famille était un peu mise à l'écart. Aujourd'hui, on assiste à un réel changement des pratiques. La famille est intégrée dans l'accompagnement. Le père aidant familial est professionnalisé. Aujourd'hui, c'est une ressource qui est bien identifiée au CRANS et sur tout le territoire. On est très fiers parce que c'est un dispositif qui se décline aujourd'hui au niveau national et même outre-mer. Je regarde mes collègues du CRA Guadeloupe. Donc, on est très fiers d'inspirer d'autres établissements. On a beaucoup de nouvelles. On a assisté à de nouvelles familles qui ont franchi la porte du CRA en formation, en café des parents, en CSI. Il y a un lien avec les professionnels du CRANS qui s'en trouve renforcé. Il y a une relation de confiance qui s'est rétablie. De nouvelles perspectives suite à ce poste, à moyen long terme, on espère évidemment développer un pôle de père aidance au CRANS. Pour terminer, quelques paroles de proches aidants que j'ai recueillies de mes familles, comme j'aime les appeler, ce sont mes familles de cœur. Une envie débordante d'aider, une capacité à rassurer, à encourager, rassembler, une bouffée d'oxygène et d'espoir. Un maillon indispensable de la chaîne parents, patients, professionnels. De la lumière dans mon parcours de mère d'enfant extraordinaire, un déclic. Grâce à Nora, j'ai retrouvé de l'énergie. Soutien, bienveillance, écoute, empathie, expérimentée. Une continuité après l'annonce diagnostique, une personne référente identifiée. Apaisante, des conseils individualisés, animation dynamique des cafés des parents. Voilà, pour moi, c'était le meilleur bilan, c'est ma meilleure des récompenses, c'est la satisfaction des familles. Je vous remercie pour votre attention.